Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir réaliser un entretien avec Patrick Bazin. Patrick, tu es éditeur, tu as créé les éditions Calma, on peut Oui, retrouver tous tes livres sur le site Novi Mondi. Et tu as également créé il y a environ un an une chaîne de vidéos et de documentaires qui s'appelle Novi Mondi TV. Pour commencer cet entretien, j'ai envie de te demander, c'est quoi un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers l'édition, sachant que, en tout cas, de mon point de vue, c'est un milieu assez fermé, assez difficile. Quel a été l'élan pour toi pour te lancer dans cette aventure de l'édition? d'accord. Déjà, merci Fanny pour ton invitation. Donc, effectivement, nous retrouvons tous nos livres sur novimondi.com, novimondi.com, et la chaîne, c'est novimondi.tv, novimondi.tv. Alors, en fait, j'ai commencé l'édition il y a très longtemps, exactement en 1996. Donc, c'était un autre siècle. Et effectivement, tu as raison, c'est un milieu très fermé. Je n'ai jamais travaillé dedans. À l'époque, j'ai fait l'ESSEC, donc tu sais, une école connue, HEC, ESSEC, tout ça. Et en fait, j'avais créé ma première entreprise quand j'étais en première année d'études, donc il y a très très longtemps, et la deuxième quand j'étais en deuxième année d'études. Et puis en fait, c'est une succession. Pourquoi je suis venu à l'édition? Tout simplement parce qu'un jour, j'ai ouvert une revue que je n'ouvrais jamais. Il y avait une petite annonce disant fonds de commerce d'édition à reprendre. En fait, c'était pas vraiment de l'édition, enfin, c'était de l'édition, mais c'était des annuaires liés au cabinet aux sociétés de conseil. Donc, je l'ai repris en 1996 et puis voilà, c'est parti. Et puis à un moment, donc au début, c'était essentiellement des livres de gestion. Et puis après, très vite, je suis passé à des livres politiques disons, on va dire des livres politiques qui vont contre le système. Et je disais, ben, l'un des tout premiers, c'était un livre qui s'appelle Les armes de l'ombre, paru en tout début décembre 1999. Le, et 3 semaines après, après Noël, se déclenchait la tempête du siècle, avec des vents à plus de 200 km/h. En fait, ça ressemblait vraiment à une opération de type HARP, c'est-à-dire en fait une tempête déclenchée par une tempête artificielle. Et en fait, c'est un sujet que je suis depuis cette époque, puisque par la suite, j'ai écrit et publié un livre qui s'appelle L'arme climatique, la manipulation du climat par les militaires, suivi de l'arme environnementale, où là, il est question de de tout le reste, c'est-à-dire le déclenchement de tsunamis, de tremblements de terre, de volcans, etc. Donc, c'est pour ça que quand on regarde les questions, quand on nous parle des questions climatiques aujourd'hui, quelle est la part de ce qui est artificiel, de ce qui est naturel?
Et je parle même pas des fausses données créées par le GIEC. Enfin, il y a qu'à lire leur rapport pour voir comment ils biaisent les données. Enfin, maintenant, il y a plus de cartes, même sur France Télévisions, de météo, sans qu'il y ait du rouge partout. Enfin, alors franchement, enfin, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais donc, en tout cas, oui, l'idée, c'est de peser dans la réflexion générale. Ce n'est pas de convaincre, effectivement, c'est de délivrer un message. Après, ceux qui peuvent l'entendre, ceux qui ne peuvent pas encore l'entendre, ne l'entendent pas encore. Et c'est vrai que même, par exemple, l'arme climatique, où je me base sur des rapports militaires américains, entre autres, même avec des sources aussi solides et puis aussi incontestables, puisque c'est l'armée américaine qui explique ce qu'elle fait, il y a des gens qui disent non, mais c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, ça n'est pas un problème vraiment. Je ne discute pas. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un ne veut pas entendre, ben, pourquoi le forcer? Et en plus, ça retarderait son développement parce qu'il va essayer de trouver des arguments contre qu'il n'a pas de toute façon. Puisque quand je publie un livre, je prends une responsabilité juridique, oui, ça va de soi, on ne peut pas faire de la diffamation et des choses comme ça. Mais quand je dis que c'est une responsabilité vis-à-vis de l'univers, parce que je ne peux pas semer des graines dont je sais qu'elles ne sont pas bonnes. Ça, c'est impossible. Donc ça veut dire que quand je publie un livre, comme dénonçant, par exemple, dans L'âme environnementale, j'explique pourquoi Fukushima ressemble à tout d'un déclenchement artificiel. Et en plus, il se trouve que moi, j'ai été pris plusieurs fois dans des gros tremblements de terre au Japon, au Mexique. Et quand on regarde les caractéristiques géophysiques qui sont décrites, Fukushima ressemble vraiment à ce en fait, un déclenchement de tsunami artificiel et pas un et ça ne correspondait en rien à la version officielle, quoi. Mais ça n'est pas la seule catastrophe naturelle que je traite. Ouais. Et quand j'ai préparé l'entretien, que j'ai regardé un petit peu ton site avec tous les livres que tu publies, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu t'intéresses aussi bien à ces thématiques qui sont un peu difficiles à accepter pour certains, voire impossibles à entendre, ou alors elles sont, enfin il y a beaucoup de gens maintenant qui sont quand même conscients des choses, mais c'est vrai que c'est des sujets désagréables entre guillemets. Et j'aime bien cette approche que tu as de traiter des sujets et de pousser les gens à être lucides, et en même temps tu t'intéresses beaucoup à des sujets qui sont, on va dire, dits positifs, c'est-à-dire euh, les choses qui fonctionnent aussi. Et tu n'es pas un spécialisé dans un Ben, courant, quoi. Il y a vraiment une vision comme ça, globale des choses. merci Fanny pour ton commentaire, je le prends pour un compliment. Effectivement, et d'ailleurs c'était une des raisons de la création de Novimondi.tv, c'est-à-dire que c'est bien de dénoncer, mais qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Parce que encore une fois, c'est beau de dénoncer, mais on va dire ceux d'en face, quand ils nous regardent, qu'est-ce qu'on leur propose? Donc oui, j'ai déclenché un certain nombre de processus dont nous allons parler pour montrer qu'en fait, toutes les solutions sont là. Et cela répond notamment à la création de Novimonti.tv, justement de montrer des choses qui sont, de montrer que les solutions sont déjà là en nous et d'ailleurs collectivement aussi et surtout parce que effectivement la lecture de la société que j'ai aujourd'hui, c'est que on va dire les élites font en sorte de nous isoler et de nous opposer. Alors qu'en fait, nous ne pouvons rien accomplir de grand tout seul. Enfin, d'ailleurs, tu connais il n'y a pas de grand homme sans grande femme à côté de lui, réciproquement. Euh, Quoi qu'on fasse, on n'est jamais seul en fait. Enfin, ça c'est et en plus, je trouve que les succès sont tellement plus beaux quand ils sont partagés. Donc voilà, donc la chaîne Novimondi.tv, par exemple, je parlais de processus. Il y a 4 ans, en fait, j'ai une amie qui peut se connecter aux âmes disparues. Alors je lui ai dit, tu vas te connecter à des âmes disparues qui ont œuvré dans le domaine de la santé pour voir s'ils peuvent
aider l'humanité d'aujourd'hui à aller mieux. Et donc elle l'a fait. Enfin, et la première personne que je lui avais demandé de contacter, alors ça peut sembler bizarre d'employer ces mots. Donc c'est Hildegard de Bingen. Je D'accord. pense que tu dois connaître Hildegard de Bingen. Enfin, c'est un des êtres humains les plus extraordinaires qui ont peuplé la Terre. Et elle est considérée notamment comme la mère de la naturopathie européenne parce qu'elle a écrit sur les vertus médicinales de plus de 300 plantes. Donc la première personne que mon ami a contactée, donc c'est Hildegard de Bingen. Hildegard a dit il faut que je réfléchisse. Et puis il y a eu un autre échange la semaine suivante et Hildegard a dit non, ma mission est terminée. Et donc, du coup, j'ai dit, ben alors maintenant, nous allons passer à la deuxième personne que j'avais sur la liste, c'est l'Empereur jaune. Alors, l'Empereur jaune n'est pas très connu ici. Enfin, il le devient de plus en plus depuis la sortie du livre et ce que nous faisons sur novimondi.tv. L'Empereur jaune, en fait, c'est le premier des 5 empereurs mythiques de la Chine qui vivait au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et pourquoi il m'intéressait? Parce qu'il est considéré comme le père de la civilisation chinoise et le père de la médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, le premier livre que tout étudiant en médecine traditionnelle chinoise doit lire porte son nom. En français, c'est le classique interne de l'Empereur jaune. Ça m'a pas surpris, mais l'Empereur jaune a répondu. Donc il y a eu une phase d'échanges généraux. L'ami a même reçu des signes chinois. Alors je lis pas très bien le chinois. Enfin je le lis un peu, mais c'était en tout cas les signes qu'elle a reçus, je les ai tout de suite reconnus. Et en fait, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, elle était en relation avec une personne dont la sœur s'était suicidée et qui venait la visiter toutes les nuits. Enfin, c'était des cauchemars toutes les nuits. Enfin, elle en avait perdu le sommeil. Donc, du coup, nous avons demandé à l'Empereur jaune s'il pouvait faire quelque chose, et il a envoyé une prière pour les âmes perdues. Cette femme a récité cette prière et ça s'est arrêté. On peut dire oui, c'est une coïncidence, oui, on peut dire ce qu'on veut hein, là-dessus. Moi, j'ai pas de. Et puis on peut me dire oui, mais qu'est-ce qui te prouve que c'est l'Empereur jaune? Ah mais rien, je vais pas demander sa carte d'identité, hein, de toute façon. En revanche, oui, maintenant les centaines de textes qui ont été reçus sont très étonnants. Et en fait, le processus va même plus loin, mais bon, là, c'est dans étape par étape. Et donc, nous avons maintenant plus de 250 prières. Alors, ce sont des prières courtes. Alors, ce ne sont pas des prières à l'Empereur jaune. Tu vois, ça n'a rien de religieux, ça n'est pas un gourou, ce sont en fait des prières, on va dire, à l'univers qui sont envoyées. Et alors par exemple, on a des tas parmi les prières qui ont tout de suite servi, c'était les prières pour la migraine ou pour la douleur. Pour la migraine, par exemple, j'ai une de ses amies qui était alitée depuis 4 jours pour cause d'un cycle féminin un peu compliqué. Et elle a récité cette prière qui fait 4 lignes. Et 3 heures après, elle descendait faire ses courses. Et c'était un choc parce qu'elle était depuis 4 jours sous médicaments. Il a suffi de réciter une prière de rien du tout, enfin de 4 lignes, pour que la douleur s'en aille. Mais des cas comme ça de migraine ou pour la douleur, j'en ai des dizaines. Enfin, on a des cas aussi de zona. Nous avons donné une conférence il y a une quinzaine de jours à Dinard sur le sujet. Et dans la salle, il y avait une des personnes qui a utilisé par exemple la prière pour les verrues. Elle avait une verrue depuis 6 ans, une verrue plantaire qui lui pose un problème, mais elle l'a récité, le lendemain, c'était fini. On a des cas comme ça de zona aussi, récitation de la prière et le lendemain, fini. Pour les brûlures, pour les conjonctivites, enfin, il y en a 250, et même des maladies que je ne connaissais pas, maladie de Besdo, maladie de Hashimoto, maladie de Verneuil, et qui n'existait pas à son époque. Et d'ailleurs, l'expérience est très étonnante parce que on lui a posé la question en disant, mais ces maladies n'existaient pas à ton époque? Et il dit oui, mais je m'adresse à vous, à votre époque. Donc j'interviens maintenant. Et d'ailleurs, il y a peut-être 3 ou 4 prières qui se terminent par le mot Amen.
Et la première qui est arrivée avec Amen, nous lui avons dit, mais Amen, ça ne correspond ni à ton époque, ni à ta religion, parce que 3000 ans avant Jésus-Christ, c'était bien avant la Bible, bien avant la Bible. Et il a dit oui, mais j'utilise des mots que vous pouvez entendre, enfin qui correspondent à votre époque, à votre connaissance. Mais sincèrement, tu vois, il y a eu des scènes, il y a eu ce qu'on appelle des synchronicités. À un moment, je me dis, tiens, ce serait bien que l'Empereur Jaune envoie l'introduction de son livre. Et je me dis, ben, j'appellerai mon ami demain, parce il était tard, donc je l'appellerai demain pour lui demander. Je l'appelle le lendemain et elle me dit, ah, au fait, tiens, j'ai reçu cette nuit l'introduction du livre. Donc ça m'a fait rire parce que je lui ai expliqué que j'y avais pensé la veille au soir et voilà, c'est arrivé dans la nuit. Et d'ailleurs, en général, il la réveillait vers 3h40. Alors après, nous sommes organisés, enfin, elle s'est organisée elle avait toujours un dictaphone avec elle, parce qu'elle reçoit elle reçoit un texte, au fur et à mesure, elle le dicte, de façon à ne pas le perdre et ne pas attendre, parce qu'à 3h40, elle se rendort ensuite. Donc, elle ne peut pas attendre le réveil, et dès qu'il la réveillait avec une nouvelle prière, elle la dictait et hop. Et alors pourquoi 3h40? Parce que c'est l'heure où il y a la plus grande porosité entre notre monde et le monde invisible. D'ailleurs, c'est connu enfin, c'est connu, quoi. Jusqu'à 5 heures, c'est là où il y a une perméabilité, une porosité qui est plus importante. Et du coup, c'est donc lui qui choisit les types de prières, on va appeler ça comme ça, qui l'envoie. Alors oui et non. Oui, par exemple, le maladie de Besdo, de Hashimoto, il nous a envoyé une série de 150 maladies dont je disais qu'une grande partie, je ne les connaissais pas. Donc c'est lui qui a absolument choisi. Tu vois, il y a la maladie de Crohn, il y a qui est plus connu, mais on n'y avait pas songé. En revanche, quand nous avons clôturé le volume qui rassemblait toutes les prières, que d'ailleurs je peux te montrer, par exemple, j'ai demandé une prière pour prévenir le suicide. 20 minutes après, nous l'avions. On a et puis les premières prières notamment ont été liées à des situations où nous lui avons demandé. Tu vois, je parlais de la prière pour les âmes perdues. Ça, c'est une demande qui est venue de nous. On a eu pour la douleur, pour la migraine, oui, je ne sais plus si c'est lui qui les a envoyés spontanément, mais en tout cas, ça faisait partie des choses que nous aurions demandé de toute façon. Sur les brûlures aussi, qui fonctionnent très bien. On a eu un cas, une femme qui s'est renversée une casserole d'eau bouillante sur la poitrine. C'est quelqu'un de sa famille qui a récité la prière à travers la porte de la salle de bain. Et en fait, la douleur est partie, il n'y avait aucune trace. C'était. Alors évidemment, tu vois, quand on en parle comme ça, j'ai l'impression enfin, tu vois, de faire de la vente, machin, etc. Donc, je ne garantis pas que ça marche à tous les coups. Nous ne sollicitons pas non plus les témoignages. En revanche, évidemment, quand nous avons un témoignage de quelqu'un qui nous dit super, ça a marché. Là, on a eu un des derniers, par exemple, c'était une crise d'herpès génital. Donc, comme elle avait le livre à proximité, elle a récité la prière justement contre l'herpès génital et c'est parti tout de suite. Mais moi, je l'ai utilisé aussi. J'avais porté dans l'édition, effectivement, il faut porter des livres. C'est un métier de costaud. On dirait pas, mais il faut avoir des petits bras musclés. Et je m'étais fait une foulure. Et puis, c'est amusant parce que j'étais dans le RER et justement, je relisais le manuscrit et je suis tombé pile sur la première prière que j'avais à relire, parce que j'avais déjà commencé la relecture, c'était celle sur les fractures et les entorses. Je me suis dit, je vais l'essayer. Et effectivement, dans le RER, je me suis récité la prière pour les entorses.
et la douleur est partie tout de suite. Sauf que le soir, j'ai reporté un carton. Aïe, j'avais oublié que, en fait, ça ne m'avait pas guéri de l'entorse ou de la foulure, mais ça m'avait supprimé la douleur. Et puis, en fait, je l'ai récité de nouveau, et 3 jours après, c'était fini, quoi. Je n'ai rien fait d'autre, tu vois. Je n'ai pas mis enfin, je n'ai rien fait d'autre que ça. Et 3 jours après, c'était parti. Et maintenant, je reporte des cartons de livres. Ouais, en fait, c'est basé sur le pouvoir de l'intention et il y a beaucoup de l'état d'esprit qui joue dans tout ce qui est l'ordre de l'invisible, souvent pour que ça Ah, fonctionne. oui, sans doute. C'est-à-dire que est-ce que ça marche si on n'y croit pas? Je ne sais pas. En revanche, il nous est arrivé d'utiliser cette prière pour quelqu'un. Donc, ça peut fonctionner pour quelqu'un d'autre et à distance. Et en fait, je pensais en même temps, je disais l'état d'esprit et parce que enfin, ça génère une ouverture en tout cas, mais en même temps, je me disais, j'ai déjà vu des expériences sur notamment tu sais, il y a des cercles de guérison chez les chrétiens, par exemple, et j'ai déjà entendu des témoignages Oui, bien sûr. de gens qui n'y croyaient absolument pas, qui avaient vraiment des grosses maladies, qui avaient accepté, je pense à quelqu'un en particulier, qui avait accepté qu'une personne de sa famille qui était très impliquée dans ces cercles-là fasse venir quand même des gens, mais il voulait absolument pas, enfin, il croyait pas, il voulait pas en entendre parler, donc il était resté à l'écart. Et même en n'y croyant pas, en fait, ben, ça a changé sa vie, en fait. Et donc, je me disais, en fait, non, c'est peut-être pas l'état d'esprit qui est clé parce que, en fait, il y a des gens qui n'y croient pas et ça fonctionne. Et des fois, il y a des gens qui croient et ça fonctionne pas forcément. En fait, on sait pas trop comment tout ça se fait, en fait. Mais dans notre cas, en revanche, c'est lui qui sait. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas où il n'a pas répondu. Parce que, et, et moi, ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que, vu l'énergie avec laquelle nous sommes connectés, lui sait. Parce que parfois, la maladie est nécessaire pour faire progresser, par exemple. Donc, dans ce cas-là, nous n'intervenons pas. Enfin, nous n'avons pas à intervenir. Enfin, le, et de toute façon, la prière ne servira à rien, puisque la maladie est nécessaire pour l'évolution de celui qui en souffre, ou de celle qui en souffre. Donc là-dessus, de toute façon, ça existe, la prière, effectivement, ou l'intention existe depuis la nuit des temps. Enfin, donc, elle est efficace depuis la nuit des temps. Sinon, l'humanité ne serait pas arrivée où elle est aujourd'hui. Il y aurait longtemps que nous aurions disparu. Oui, c'est vrai que ça rejoint un peu quand tu dis que la maladie est nécessaire pour certaines personnes, ce qui peut être un peu difficile à entendre, mais ça fait penser à tout ce qui est l'ordre du karmique, etc. aussi, enfin, qu'il y a des choses qui sont Oui, bien codées sûr. comme ça et que, en fait, le travail, c'est pas forcément de guérir au sens de ne plus avoir la maladie, mais plutôt d'en faire quelque chose, de faire avec. Oui, parce que tu as sans doute déjà dû rencontrer des personnes qui, justement, se sont construites autour de la maladie, autour d'une souffrance, et qui n'imaginent pas de ne plus avoir cette souffrance, en fait. Je ne sais pas si tu en as déjà rencontré, mais moi, j'ai déjà rencontré des cas comme ça, qui ne veulent pas guérir. Ah oui, il y a ça aussi, hein. Je pensais pas à ce profil-là, mais oui, il y a ça aussi où ça devient presque identitaire, en fait, et comme une raison de vivre. Exactement. Ouais. Où la Oui, c'est personne ça. elle rentre en Tu as raison. fusion avec sa maladie et finalement ça donne du sens, mais dans presque d'une manière, c'est-à-dire qu'il y a plus, ça n'arrive plus à exister en dehors de ça. Il y a ça aussi, oui. Et d'ailleurs, que ce soit ces cas-là ou les autres, moi, je ne juge jamais. Chacun est libre de faire son choix. Donc, nous proposons, enfin moi en tant qu'éditeur, je propose des solutions. Après, libre à chacun de les utiliser ou pas. Enfin, je veux dire là-dessus, moi, une fois que j'ai rendu disponible le livre et les prières, d'ailleurs, toutes les prières, les 250 ou 260 sont toutes également sur notre chaîne novimondi.tv en audiovisuel, de façon à ce que bah, si quelqu'un a une urgence et qu'il est abonné à notre chaîne, bah, il aura la prière tout de suite. Et par rapport au dernier livre, nous avons reçu une prière de plus, qui n'est pas dans le livre. Il y a une prière qui est très spécifique, c'est une prière pour les passeurs d'âme.
Et d'ailleurs, le premier message, il dit ne peut être utilisé que par des passeurs d'âme confirmés. Quelqu'un qui se dirait ah ben tiens, je vais me lancer dans ce business du passage d'âme. Non, passe ton chemin, mon ami, parce que ça n'est pas pour toi. Et en plus, ça peut avoir des conséquences incalculables. Donc, cette prière est faite uniquement pour les passeurs d'âme confirmés, ce qui est marqué, de façon à ce que ceux qui l'utilisent ne l'utilisent qu'en connaissance de cause, en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on en 250, entre 250 et 260, ça fait déjà beaucoup. Mais j'ai identifié qu'il en manquait dans un domaine. Donc, j'ai écrit ce matin, disant, tiens, je constate que là, il n'y a pas grand-chose. Donc, à mon avis, sous peu, nous allons avoir, mais sait-on jamais, mais je pense que sous peu, nous devrions avoir un complément de 4 ou 5 prières supplémentaires. C'est comme un dialogue en fait avec l'empereur jaune. Oui. Et d'ailleurs, ça peut sembler, parce qu'il y a des personnes qui disent, ah, elle est canal ou elle est channel. Alors j'ai dit, ben, c'est un peu plus compliqué que ça, enfin, c'est un peu moins simple que ça, parce que de temps en temps, elle l'accompagne, par exemple, pour ramasser des plantes médicinales. Et c'est comme si elle poussait la porte et qu'elle se retrouvait de l'autre côté. Et alors qu'elle ne prend aucune substance, enfin, tu vois, elle est tout à fait dans un état normal. Elle n'est pas en transe, elle n'est pas, etc. Mais néanmoins, c'est comme si elle poussait la porte et qu'elle était de l'autre côté. Et je lui dis, mais quand tu y vas, est-ce que tu ressens euh, tu sens des odeurs? Est-ce que tu entends des bruits? Elle me dit, ben, je suis tellement concentré sur ce qui se passe que non. Et puis en réfléchissant, elle me dit, ah si, un jour, je me souviens, nous marchions sur un chemin caillouteux et j'ai senti les cailloux rouler sous mes pieds. Et donc, par exemple, donc je disais qu'elle l'accompagne, il l'a emmené faire des cueillettes de plantes médicinales, mais il lui a montré aussi comment faire des élixirs minéraux. Alors, pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais quand nous en aurons suffisamment, évidemment, nous publierons. L'objectif, c'est de le mettre à la disposition du plus grand nombre. Oui, c'est comme si elle partait un peu dans une dimension de l'astral. Ben, ben oui et non, parce que elle le voit comme je te vois, Ouais, et elle voit tout l'environnement, euh, l'endroit où il habite, elle voit tout. Donc ouais, c'est ça. c'est pour ça que je parle plutôt de, c'est comme si elle poussait la porte. C'est comme si elle poussait une porte pour se retrouver avec lui. Alors, encore une fois, tu vois, je n'explique rien et je ne cherche surtout pas d'explication. En revanche, par exemple, tu vois, une des premières questions que j'avais soulevées, c'était est-ce que nous sommes sûrs que sur cette fréquence, il n'y aura que toi et pas, tu vois, des âmes mauvaises qui viendront s'en mêler ou etc. Il dit non, non, j'ai fermé pour prendre un terme de marine, j'ai fermé les écoutilles. Il n'y a que moi sur ce canal et on le voit en fait, les textes sont toujours bienveillants et oui, bienveillants, pleins d'amour et répondent à la demande initiale que j'avais posée, à savoir aider l'humanité d'aujourd'hui à aller mieux. Donc ça commence par le public français, et puis petit à petit, il y aura dans d'autres langues. Deuxième sujet de clé sur novimondi.tv, c'est l'abondance. Il y a en 2009, donc j'ai commencé un long métrage documentaire, donc clairement je ne suis pas ce garçon rapide, qui s'appelle, donc le titre maintenant c'est Abondance, le sous-titre c'est Nous pouvons nourrir toute l'humanité, qui montre des récoltes incroyables, sans un gramme de chimie. Alors quand je dis des récoltes incroyables, je suis souvent allé au Mexique voir un agriculteur mexicain qui s'appelle Don Carmen, José Carmen, qui faisait des choux de 35 kilos, des maïs de 5 mètres, et pas un maïs, le champ de maïs faisait 5 mètres, etc., etc. Les betteraves faisaient 13 kilos, enfin bon. Et tout est savoureux d'ailleurs parce que ce sont des vraies plantes qui poussent avec la nature et pas avec la chimie. Et donc ça fait, oui, maintenant ça fait 16 ans que je filme tous les ans des agriculteurs qui font des expériences, enfin c'est pas des expériences, hein, qui ont des réussites incroyables. Par exemple, au fin fond du Canada, Charles avait jusqu'à 137 pommes de terre sur un plant.
alors que normalement c'est 10 ou 12. Et avec toute la chimie de la terre, tu n'auras que 10 ou 12 pommes de terre, allez, on va dire 15. Lui, il en avait 137, jusqu'à 137, et j'y étais quand elles sont sorties de terre. Donc, c'est pas, on m'a dit que c'est, je me souviens, je l'avais vu au mois d'août, et je lui ai dit, bah, quand tu ramasseras les pommes de terre, préviens-moi, je viendrai. Effectivement, j'ai fait un saut, alors c'est au fin fond du Canada, c'est même pas sur les cartes, mais j'ai fait un saut de 48 heures dans sa lointaine province, et il y avait jusqu'à 137 pommes de terre sur un plan. Donc, alors lui, euh, la pratique, c'est en plus de la conscience, c'était des pyramides avec des tubes de cuivre, comme il y a dans les salles de bain ou les cuisines, donc des tubes de cuivre avec la même proportion que les pyramides d'Égypte, celle du plateau de Gizeh. Mais, euh, mais sans aller si loin, en Vendée, j'ai dégusté des tomates de 1,7 kg, 1,8 kg. Et j'ai vraiment dit déguster. Parce que ce sont des tomates qui sont naturelles, en fait. Il n'y a pas de chimie, jamais. Donc les techniques sont soit l'électroculture, soit les ondes de forme, soit la conscience, soit etc. etc. Ou l'eau dynamisée, ou l'électrification des graines avant mise en terre, là aussi qui donne des résultats assez étonnants. J'étais allé voir en Suisse. Alors, j'avais rencontré son fils que le père était décédé à la suite de ce qu'il avait subi. En électrifiant des graines de blé, il avait jusqu'à 32 tiges sur une graine. Alors que normalement, c'est une tige. Bon, allez, deux maximum, allez, trois, mais ça, c'est déjà plus exceptionnel. Ah bah lui, il en avait 32. Et simplement en électrifiant la graine. Et alors, pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Parce que ça rend les plantes plus fortes. Donc, du coup, elles n'ont plus besoin de chimie. Donc, comme ceux qui produisent les semences et ceux qui vendent la chimie sont quasiment tous les mêmes ou appartiennent au même groupe, évidemment, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, la découverte de Guido Emner, alors j'ai lu, il a déposé le brevet parce qu'à l'époque il travaillait pour Ciba-Geigy, alors qu'il est devenu Sandoz, maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle parce que ils se rachètent les uns les autres ou des divisions. Mais donc il avait déposé un brevet qui est en allemand que j'ai lu, que chacun peut utiliser aujourd'hui, sauf que ça rend les plantes plus fortes. Du coup, il n'y a plus besoin de chimie, mais j'ai vu au Mexique, j'ai suivi, alors c'était pas dans le Carmen, c'était une ferme 300 hectares à 2000 mètres d'altitude, donc une terre pas très riche. Ils en avaient marre de mettre de la chimie parce que la chimie rend les plantes malades et plus les plantes sont malades, plus on met de la chimie. Donc c'est un cercle catastrophique. Et ils ont rencontré un ingénieur agronome qui est un ami et qui leur a expliqué qu'ils pouvaient faire eux-mêmes leurs micro-organismes. Donc, ils sont allés chercher de l'humus dans la forêt d'à côté. Ils ont mis dans une cuve, dans des cuves à eau avec un peu de mélasse, histoire de nourrir les bactéries. Et maintenant, ils en mettent 4 fois par an, 4 litres à l'hectare, c'est-à-dire rien. Et ils ont doublé la récolte. Ils sont passés de 10 tonnes chimiques à 20 tonnes bio. Et je pense qu'on c'est pas fini parce que on le voit d'ailleurs quand on regarde les codex Maya, le peu qu'il en reste, on voit que les maïs sont jusqu'à 4 ou 5 épis, alors que nous, malgré toute notre chimie, il y en a un, deux, ou allez, trois, mais jamais 4 ou 5. Hein. Et d'ailleurs, on sait que on a retrouvé on sait par exemple que les Mayas pouvaient nourrir une ville de 200 000 habitants avec un stade de foot. C'est-à-dire que en cultivant à peu près l'équivalent d'un stade de foot d'aujourd'hui, ils arrivaient à nourrir toute une population. Et ça ne me surprend pas parce que moi, je l'ai vu. Enfin, je veux dire, quand tu fais 137 pommes de terre sur un plant, eh bien, à chaque angle de la pyramide, tu as 4 plants. Mettons qu'allez, tu en es 125, ça t'en fait 500. Ça veut dire que ça te fait déjà une pomme de terre et demie par jour pour un être humain. Juste avec 4 plants de pommes de terre.
Donc tu imagines tout ce qu'on peut faire. Et comme tu vois, comme au Mexique, là où les 300 hectares, où là c'est ils ont simplement doublé la récolte en mettant quelque chose de naturel qui s'appelle des bactéries et avec des résultats. Donc ils savent qu'ils ne s'empoisonnent plus, qu'ils n'empoisonnent plus le sol, qu'ils n'empoisonnent plus leurs clients, qu'ils n'empoisonnent plus l'environnement. En plus, ça donne une autre énergie, oui, ça élargit la conscience, indiscutablement. Ah oui, il y a la musique aussi qui est très efficace. Je sais pas si tu as déjà vu ces questions que la musique, notamment en 432 Hz ou 429-62, enfin avec le La de référence en 432 ou en 429-62, donne des résultats très impressionnants sur les plantes. Et je l'ai constaté, par exemple, j'avais fait une interview au Mexique. Tous les gens, ils mettent de la musique à leurs plantes. J'ai fait plusieurs interviews en France où ils utilisent la musique dans les serres. Et parfois, d'ailleurs, dans les serres, par exemple, quand il y a des plants de courgettes, dans une serre, les abeilles n'y vont pas. Tu peux, même si tu mets une ruche, les abeilles elles resteront peut-être dans la ruche, mais elles ne butineront pas les fleurs de courgettes de la serre. Mais en revanche, si tu ajoutes avec un CD des chants d'oiseaux, là, les abeilles vont se mettre à butiner dans la serre. Et en fait, on découvre que le monde est magique. D'ailleurs, sur novimondi.tv, nous avons créé une collection de musique des plantes. Nous avons effectivement des appareils pour enregistrer tout être vivant émet des vibrations. Toi, moi, les plantes, les insectes, les mammifères, tout le monde émet ce qu'on appelle un courant basse tension. Eh bien, si tu branches un appareil spécifique dessus, ça transcrit ces vibrations en musique. Et je le fais notamment avec une thérapeute, Brigitte Crouza, qui vit dans le Pays Basque et qui fait des enregistrements de musique des plantes qui sont très étonnants. Enfin, et je pense que c'est un champ d'expérimentation médicale dont on ne soupçonne pas encore l'étendue ni les bienfaits. On sait qu'effectivement, si nous écoutons de la musique, ça peut être, c'est apaisant. Et d'ailleurs, la musicothérapie, la sonothérapie ont déjà fait leurs preuves, y compris à l'hôpital. Et nous allons un petit peu plus loin. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore fait de tests, mais ça viendra. Donc nous avons enregistré des dizaines de musiques des plantes, des olives, enfin tout type de plantes. Aussi bien d'une fleur à un arbre. On a enregistré je pense que c'était un frêne bicentenaire en France. En Grèce, nous avons, c'est Brigitte qui l'a fait, en Grèce, en Crète. Enfin, c'est Brigitte qui a enregistré un olivier millénaire. Euh, et, et moi, effectivement, la musique que je préfère, c'est la musique d'un figuier qui nous a donné un concert d'1 heure. Et d'ailleurs, sur novimondi.tv, on a enregistré Brigitte avait organisé dans le Pays Basque un concert avec le groupe Querida, où donc c'est un couple, lui joue de la contrebasse et elle de la harpe celtique, avec des fleurs sur scène. Et donc, ils improvisent en fonction de ce que produisent les plantes qui elles-mêmes manifestement, elles entendent ce qui se passe et elles modulent leur chant, on va dire chant, leur mélodie, en fonction de ce qu'elles entendent. Et d'ailleurs, ça s'entend quand nous écoutons nos enregistrements de musique que nous avons mis sur notre chaîne dans la collection Musique des plantes. Donc en fait, le monde est magique, oui, bien sûr. Et loin de ce que les mondialistes veulent nous faire croire que nous sommes trop nombreux sur Terre, nous allons nous entretuer pour les dernières gouttes d'eau potable bientôt. Bien, là aussi, dans
et sur novimondi.com, parce que j'ai publié un livre sur le sujet, et sur novimondi.tv, où j'ai fait une présentation pour un documentaire que nous sommes en train de réaliser, qui s'appelle sur le sujet de l'eau primaire. Donc, l'eau primaire, qu'est-ce que c'est? Depuis des milliards d'années, le cœur de la Terre envoie des molécules qui se transforment en eau. Et cette eau n'a pas atteint ni les nappes phréatiques, ni la superficie, ni la terre, ni la surface. Donc c'est pour ça que nous parlons d'eau primaire, en anglais primary water, parce qu'elle n'a pas encore connu le cycle de l'eau. Tu sais, le cycle de l'eau, ça monte à la surface, et puis ça s'évapore. Enfin, ça monte à la surface dans les rivières, qui se déversent dans les océans, l'eau s'évapore, ça devient de la pluie, qui retombe dans les rivières, les nappes phréatiques, etc., etc. Tu vois, c'est un cycle sans fin. Et bien, cette eau-là, pourquoi nous la considérons, enfin, elle est appelée eau primaire, parce qu'elle n'a jamais connu ça. Elle est encore présente dans les roches, dans le cœur de la Terre. Et par exemple, ce que je montre sur novimondi.tv, donc dans la collection Abondance, j'ai participé cet été à une exploration d'eau primaire dans les Pyrénées. Et alors, ça se fait avec des outils technologiques tels que la résonance électroacoustique. Et en fait, on voit clairement les nappes phréatiques. Et puis en dessous, à peu près à 400 mètres, donc un forage de 400 mètres, c'est rien. Enfin, ça devient plus compliqué à plus d'un kilomètre, 2 kilomètres de profondeur, 2000 mètres, oui, ça devient... enfin, ça peut devenir, mais pas à 400 mètres, ni à 200 mètres. Et en fait, mais des centaines de puits comme ça ont été forés. Et incontestablement, il y a des milliards de mètres cubes de cette eau dans la terre, et même dans les déserts. Par exemple, là, il y a une expérience qui démarre au Tchad pour aller chercher de l'eau aux abords du lac Tchad. Mais l'exploration de cet été, je l'ai faite avec une amie, Marie, qui maintenant habite au Paraguay. Depuis qu'elle est au Paraguay, elle a dû faire 3 ou 4 forages, et avec succès, en fait. C'est-à-dire que, pourquoi avec succès? Parce qu'il voit s'il y a de l'eau, et s'il y a de l'eau, il n'y a plus qu'à forer pour aller la chercher. Et mais par exemple, aux États-Unis, où ils ont creusé des forêts, des centaines de puits, même lors de travaux, par exemple, à New York, à un moment, ils se sont retrouvés, ils ont évalué, il y avait plus, je suis plus sûr du chiffre, mais il y avait plus de 10 millions de mètres cubes d'eau qui sont arrivés sans qu'ils comprennent quelle en était la source. Et alors eux, ce qu'ils ont fait, comme ils devaient construire un immeuble, ils ont tout bétonné. Mais il y a des ressources en eau incroyables. Et en plus, c'est une eau qui est non polluée, puisqu'elle dort elle dort dans la terre. Donc et là, je n'ai pas pu y aller cet été, mais après les Pyrénées, ils ont fait une exploration dans l'Algarve, dans une zone de l'Algarve au Portugal où la sécheresse devenait inquiétante. Et donc pareil, ils ont identifié une énorme poche d'eau primaire, et maintenant ils ont à peu près entre 5 et 10 mètres cubes d'eau à l'heure. Donc ça change tout, quoi. C'est-à-dire que l'abondance, elle est présente et sur Terre et dans la Terre. C'est-à-dire que quand je vois même dans les zones sèches, par exemple, quand on donne de l'énergie aux plantes, quand on amplifie l'énergie naturelle des plantes, on n'a même plus besoin de les arroser. J'étais allé, c'était le 31 août, c'est le dernier jour du mois d'août, parce qu'après, il n'y avait plus de bus, donc je ne pouvais plus y accéder. Un jardin où les maïs faisaient plus de 2 mètres de haut, les tomates étaient somptueuses, alors qu'ils n'avaient pas arrosé depuis un mois. Ils n'avaient pas plu non plus. Mais l'énergie naturelle était amplifiée. Tout ça, c'est des techniques qui existent en plus depuis la nuit des temps. En vrai, on a l'impression de les redécouvrir aujourd'hui, mais c'est des connaissances qui ont toujours été utilisées avant tout ce qui était Bien sûr. chimique, industriel et compagnie. Et bien sûr. Mais par exemple, j'ai republié un livre qui a été écrit et donc publié sous Louis XVI, hein, donc fin du XVIIIe siècle, par l'abbé Bertholon. Et le titre du livre, c'est De l'influence de l'électricité sur les végétaux. Donc, sous Louis XVI, il écrit et publie un livre qui s'appelle De l'influence de l'électricité sur les végétaux, et il invente même un dispositif pour amplifier l'énergie naturelle.
Donc déjà, là, enfin, tu vois, je parle de dispositifs, on peut pas parler de machines avec, mais il crée un dispositif avec des fils, du métal, etc., pour amplifier l'énergie naturelle. Et d'ailleurs, la France est un pays pionnier en matière d'électroculture. Également, j'ai republié un livre qui avait disparu de Justin Christophe Lot sur l'électroculture. Donc, en 1900, dans les années 1920, il avait des poires de 1,2 kg, il avait des pommes de terre de 1 kg. Et sans chimie. Et donc, tout ça donc, en fait, oui, tu as raison, absolument raison, c'est très ancien. Et en fait, c'est là aujourd'hui, c'est disponible aujourd'hui. Enfin, c'est à notre portée. Alors, évidemment, il y a des intérêts qui s'y opposent. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des sociétés qui vivent très bien du business de la chimie et je dirais, en complicité avec les élites mondialistes, etc., qui considèrent que nous sommes trop nombreux. Et d'ailleurs, souvent, dans des conversations, tu vois, j'ai eu des conversations, comme je l'ai dit, avec ceux qui ne peuvent pas entendre ces choses-là, mais quelqu'un qui me dirait à bout d'arguments, parce que comme moi je publie des livres, forcément les dossiers je les connais enfin je les connais parfaitement. C'est-à-dire que quand on m'apporte un manuscrit, je vais tout vérifier pour m'assurer que ce que je publie est publiable. Et par exemple, quelqu'un à bout d'arguments, parce qu'il écouterait BFM TV et autres médias, ce que j'appelle les médias de grand chemin, il va me dire, non mais reconnais que nous sommes trop nombreux sur Terre. Ah, ça, c'est l'argument ultime. Alors j'ai dit, tu connais la superficie du Kazakhstan. Évidemment, personne ne connaît la superficie du Kazakhstan. Enfin, nous ne sommes pas nombreux. Et je dis, tu prends le Kazakhstan, dedans, tu mets les 8 milliards d'êtres humains, donc tu les mets tous au Kazakhstan, chacun à 300 mètres carrés. Et il n'y a plus personne ni en Russie. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Il n'y a plus personne en Chine et aux États-Unis où c'est 10 millions de kilomètres carrés. Au Canada, au Brésil, il n'y a plus personne. Tout le monde est au Kazakhstan et tout le monde a 300 mètres carrés de terrain. Alors, je suis sûr que tu brûles d'impatience de connaître la superficie du Kazakhstan. C'est 2 750 000 kilomètres carrés ou 2 760 000 kilomètres carrés. Donc, en fait, alors après, oui, mais il faut les nourrir. Ah, il faut pas m'expliquer ça, puisque moi, justement, je montre qu'on peut nourrir 2 fois la planète, mais à condition d'abandonner Alors, allez, on va leur faire plaisir, pas d'abandonner définitivement la chimie, et en fait, on n'a pas besoin de chimie. Quand on utilise la conscience, l'électroculture, les ondes de forme, etc., enfin, ou l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout utiliser en même temps. Moi, j'ai vu j'ai un de mes amis agriculteurs, il avait, avant de planter ses graines de haricots, donc il avait fait 2 lots, dont un lot témoin. D'ailleurs, on voit le sujet sur novimondi.tv. La moitié des graines de haricots, il les met dans un saladier avec de l'eau et puis il va mettre une intention. Il va demander de belles récoltes, pas de maladies, etc., etc. Il les plante, donc chacune deux sillons, 2 rangées, et il ne va pas arroser justement pour ne pas influencer. Parce qu'arroser, c'est introduire un facteur supplémentaire, donc il va laisser faire la nature. Et un jour, sa femme, justement, qui va au jardin ramasser des haricots, l'appelle en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que il y avait une telle différence visuelle entre les 2 rangées traitées par la conscience et les 2 rangées non traitées qu'elle a dit, mais c'est pas normal. Donc, il lui a expliqué ce qu'il avait fait. Tout simplement, pendant 10 minutes, il avait mis une intention sur des graines dans un saladier avec de l'eau. Et résultat des courses, ils ont pesé tous les haricots et ils ont eu 60% de récolte en plus sur les 2 sillons, sur les 2 rangées traitées par la conscience. Et en plus, les 2 autres ont attrapé une maladie qui s'appelle l'anthracnose, qui donne un pigment rouge aux haricots, donc qui les rend inconsommables. Eh bien, les 2 rangées d'à côté n'ont pas été touchées par n'ont pas du tout été touchées par cette maladie, parce qu'en fait, ces principes, quels qu'ils soient, ont pour effet premier de renforcer la plante. Donc la plante peut se défendre contre une maladie comme l'anthracnose. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout pour une plante en bonne santé. Donc quand on les stimule, quand on les renforce, sans chimie, avec de l'énergie, on a des résultats incroyables. Et puis surtout, au goût, c'est incroyable. Enfin, les tomates de 2 kilos que j'ai dégustées, waouh, waouh, on retrouve enfin
ce que moi je pouvais manger dans mon enfance, hein. Et en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que tous ces sujets ils sont connectés les uns aux autres et que, évidemment, au-delà des enjeux, des lobbies, des financiers, etc., toutes ces solutions, bah, elles détruisent complètement le narratif officiel, mais sur tous les sujets, en fait. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt pour eux Oui, à ce que ça se développe et et il y a d'avoir même conscience qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on nous présente au quotidien. Mais tu as absolument raison, c'est-à-dire que moi je vois par exemple quand à un moment j'avais été invité au Niger pour une conférence, etc. Et j'avais rencontré des jeunes, notamment je me souviens d'une jeune femme, une pure lumière. Et pour lui parler du film, je lui dis mais quand est-ce que tu as senti une fleur pour la dernière fois? Elle réfléchit, elle me dit mais en fait je ne sens jamais les fleurs. Alors, comme la majorité, effectivement, elle est musulmane, enfin, comme la majorité du Niger, enfin, l'immense majorité du Niger, je lui dis, bon, ben, donc, Dieu crée les fleurs et toi, tu passes à côté, tu ne les regardes jamais, tu ne les sens pas et tu ne t'arrêtes jamais non plus pour écouter un chant d'oiseau. Alors, comme tu vois, je l'ai fait plusieurs fois, j'espère qu'au moins la moitié du Niger maintenant sent les fleurs et écoute les chants d'oiseaux. Et pour passer à un autre sujet que je trouve super intéressant, qui est le thème des cartes anciennes, sur lequel tu as écrit un livre, mais je vois un lien en tout cas entre toutes ces thématiques parce que finalement on nous coupe de la mémoire. Euh, voilà, il y a l'histoire officielle où il y aurait une courbe évolutionniste permanente où ceux d'avant étaient arriérés, moins bien, avec peu de connaissances, et nous, on serait censé être un peu au summum avec la technologie. Et finalement, dans tous les thèmes, on se rend compte que le temps, la temporalité, elle n'est pas du tout linéaire de cette manière, et qu'au contraire, ben, la connaissance, elle a toujours été là. Et quelque part, notre mission un peu aujourd'hui, c'est de la redécouvrir et de nous la réapproprier à partir de notre monde. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, le thème des cartes anciennes, parce que bah, clairement, on est formaté au niveau de l'histoire officielle. Et toi, tu as fait tout un travail. Alors, évidemment, il y a le thème de l'Amérique, qui est un peu le point central, où tu montres que finalement, bah, c'est pas du tout Christophe Colomb qui l'a découvert, que ils avaient la connaissance que tous les continents existaient depuis très longtemps. Alors moi, pour moi, c'était acquis. C'est-à-dire que je me disais, ok, c'est les Vikings qui ont découvert l'Amérique, etc. Mais en fait, toi, tu montres que pas seulement que toutes les civilisations, en fait, ont toujours eu connaissance de l'existence des autres civilisations. Oui, exactement. Ben, merci de venir sur ce sujet. Évidemment, c'est un sujet qui me passionne. Alors, le mystère des cartes anciennes existe en livre, mais également en film, disponible pour nos abonnés sur la chaîne, neuvimondi.tv. Pour le mystère des cartes anciennes, en fait, qu'est-ce que ça montre? Bah, tout simplement que il suffit de regarder les cartes du monde anciennes, en tout cas celles qui sont parvenues jusqu'à nous, pour voir que globalement, oui, une bonne partie de ce qu'on nous raconte est faux, puisque je commence par une carte arabe du Xe siècle sur laquelle est dessinée l'Amérique. Et par exemple, l'Antarctique aussi est très étonnant parce que officiellement, il a été aperçu, même pas découvert, aperçu en 1820. Or, cette carte musulmane, c'est pas une carte, oui, c'est une carte musulmane parce que c'est le Xe siècle. L'Antarctique est dessiné exactement tel qu'on le voit sur les cartes aujourd'hui, sur les cartes modernes. Mais de même, c'est là où la science est, je dis bien en connaissance de cause, est frauduleuse. Il y a une carte aujourd'hui qui est à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, la carte de Ron Seffiné, qui est centrée sur l'Antarctique. Et donc, il représente l'Antarctique tel qu'il est aujourd'hui. Donc, enfin, tu vois, j'ai regardé des vues prises par satellite. Donc oui, là, je comprends que ça pose problème à la science parce que il représente l'Antarctique sans la glace, donc tel qu'il était il y a 10 000 ans, et avec une forme d'arrondi, un relief. Donc on a l'impression qu'en fait, il représente l'Antarctique tel qu'il était il y a 10 000 ans vu du ciel. Alors, évidemment, ça pose problème. Et cette carte donc de Rantzeffiné,
donc qui était d'ailleurs qui était il y a un square Oronce Séfiné à Paris. Enfin, c'était un érudit français qui d'ailleurs a été ce qui est devenu le Collège de France, mais à l'époque était le Collège Royal. Et il y a une deuxième carte de l'Antarctique également qui est très étonnante. Alors, oui, je termine sur celle dont Oronce Séfiné. C'est là où je dis que la science est frauduleuse, parce qu'il y a donc il nous explique que l'Antarctique n'a été qu'aperçu en 1820. Évidemment, c'était par les Américains. Enfin, je veux dire, la nation exceptionnelle. Oui, sauf que sur la carte est marqué en latin, il est marqué Canter immensa, donc centre immense, sen non dum plene cognita, ce qui veut dire mais pas encore totalement connu. Alors, je ne sais pas si je suis le seul qui puisse utiliser Google Trad pour m'assurer d'une traduction en latin, mais il est clairement marqué centre immense. Oui, effectivement, c'est immense parce que l'Antarctique, c'est au moins 8 millions de kilomètres carrés, mais pas encore totalement connu. Donc, quand il y a une carte de 1530 ou 1532 qui dit que ça n'est pas encore totalement connu, bah, ça veut dire que quelqu'un y est allé. Enfin, quelqu'un la connaît puisque c'est marqué en latin sur la carte. Eh bien non, la science continue de nous expliquer que si, ça a été vu en 1820. Et de même pour Marco Polo. Marco Polo, donc, dont on dit qu'il fut le premier Européen à aller en Chine. Alors déjà c'est faux parce que j'ai fait un sujet que nous voyons dans la collection Mystère de Novimondi.tv qui montre que tu connais les statues de terre, tu sais l'armée de l'empereur Qin, enfin ou Qin, les 8000 statues en terre, tu sais, tu as déjà dû voir des images. C'est une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Et donc j'ai fait un sujet dessus sur novimondi.tv qui montre que les scientifiques chinois, les archéologues chinois, ont découvert de l'ADN européen sur ces statues. Et donc, je leur dis, c'était à peu près 250 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a 2250 ans. Donc, ils trouvent de l'ADN européen sur les statues. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que au siècle précédent, Alexandre le Grand s'est attaqué à l'Inde. Donc, on peut tout à fait imaginer que des Européens soient restés en Inde, enfin des membres de son armée ne soient pas rentrés, et c'est tout à fait envisageable que moins d'un siècle plus tard, ils aient pu rejoindre la Chine. Enfin, je veux dire, enfin, je ne comprends pas. Enfin, si je comprends très bien, mais je trouve ça ahurissant cette volonté c'est exactement ce que tu disais en fait. Nous sommes forcément supérieurs à l'étape d'avant. Eh ben, c'est faux. Tu vois, je parlais de la carte de Marco Polo, donc qui est à la bibliothèque du Congrès. Dessus, on voit clairement l'ouest de l'Asie, donc ce qui correspond aujourd'hui à la Sibérie, au Kamtchatka, la Chine, etc. Et puis, il dessine une terre de l'autre côté, et en plus, niveau de précision, ça ne s'invente pas. Il a dessiné les îles Aléoutiennes. Alors, les îles Aléoutiennes, c'est un chapelet d'îles qui s'étend sur 1000 kilomètres. Donc, c'est au sud de l'Alaska. Donc, sur la carte de Marco Polo, il y a le dessin de l'Alaska avec en dessous les îles Aléoutiennes. Donc, ça, je le redis, ça ne s'invente pas. Et d'ailleurs, je sais que cette carte, donc, qui est à la bibliothèque du Congrès, il y a également un fond documentaire avec des lettres de la fille de Marco Polo. Et j'avais lu que dans une de ces lettres, elle indique que son père a traversé ce qu'ils appellent le Grand Océan, Sinus Magnus en latin à l'époque, et le Grand Océan, en fait, c'est l'océan Pacifique. Donc j'ai demandé à pouvoir accéder à ce fond, mais ça m'a été refusé. Évidemment, s'il m'avait dit oui, j'allais tout de suite à Washington voir les documents en question, mais oui, il faut absolument que notre civilisation soit supérieure. Et en fait, quand on voit ce que nous réalisons à côté de ce qui fut réalisé dans le passé, on est loin du compte. Je ne sais pas si tu as vu le dernier livre que j'ai publié, Le secret
de l'implantation des pyramides d'Égypte. C'est juste fascinant. C'est-à-dire qu'à partir de mesures, donc il a pris les mesures officielles qui existent sur alors en fait en Égypte, on ne le sait pas trop, mais il y a entre 110 et 130 pyramides. Sauf que en état à peu près où on peut prendre des mesures, il n'y en a plus que 7. Donc il n'y a pas que les 3 du plateau de Gizeh, il y en a 4 autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans toutes ces pyramides, donc Éric Le Saint, l'auteur, il a retrouvé le système métrique, il a retrouvé pi, phi, tu sais, le nombre d'or. Il a retrouvé également le yarn mégalithique. Alors, je ne sais pas si donc tu connais le yarn mégalithique, tu sais, que l'on retrouve entre les mégalithes, les menhirs, les dolmens, etc., etc. Et c'est impressionnant. Et en fait, il remet en cause évidemment l'égyptologie parce que ce qu'il montre, c'est que justement par rapport aux mesures, et c'est impressionnant, Képhren a été construite avant Khéops. Parce qu'il a découvert que, et encore une fois, c'est juste incroyable, enfin, c'est découverte simplement avec des mesures. Il a découvert l'ordre de construction et surtout, ça révèle un plan d'ensemble absolument inimaginable par nos petits cerveaux et même nos plus gros ordinateurs ne pourraient pas produire ces résultats parce que par exemple, il trouve elles sont toutes placées les unes par rapport aux autres, mais également par rapport à l'équateur, par rapport au pôle Nord. Et ce qu'il a constaté, par exemple, si on va dire la plus grande Khéops était déplacée ne serait-ce que de 50 centimètres, sa démonstration ne tiendrait plus du tout la route. Et donc, il démontre qu'il y a un plan d'ensemble absolument faramineux. Et tu vois, j'ai dit faramineux, pas pharaonique, parce que les pharaons, enfin, je veux dire, et là où il rejoint l'égyptologie, l'époque, surtout en plus, c'était 2500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est, selon la science officielle, c'est quasiment la sortie du néolithique. Les Égyptiens de l'époque ne peuvent pas construire, ils n'ont pas les outils pour ça. Et même nous, d'ailleurs, nous n'avons pas les outils. Je ne sais pas si tu as entendu parler dans les années 70, il y a la télévision japonaise Nippon Corporation qui passe un accord avec les antiquités, service d'antiquité, la direction des antiquités égyptiennes, pour construire sur le plateau de Gizeh une pyramide de 20 mètres de haut, selon les méthodes des pharaoniques. On va reprendre voilà. Et donc, ça se termine comment? Ben, leur pyramide fait 20 mètres, hein, et ils ne construisent que l'extérieur, même pas l'intérieur, avec ces couloirs, ces chambres, enfin, qui sont absolument d'une complexité incroyable. Eh bien, pour terminer leur malheureuse pyramide de 20 mètres de haut, ils vont être obligés finalement d'utiliser des grues et des hélicoptères pour monter les blocs. Oui, ce que je trouvais intéressant, c'est que en fait, ils essayent de faire des expérimentations pour voir. Mais probablement, il y a aussi les hypothèses comme quoi justement les outils et la technologie existaient déjà à cette époque. Et là, je pense à Patrice Pouillard qui a fait un documentaire sur des grottes en Inde où il montre, mais des grottes très sophistiquées, où il montre qu'en fait c'était impossible, pareil, de créer ça à l'époque avec les outils qu'on dit qu'ils avaient. Donc l'hypothèse c'est qu'ils avaient déjà toute une technologie. Et pareil pour tout à l'heure on parlait des cartes anciennes, après on a bifurqué, mais tu parlais des cartes où elles sont tellement précises que finalement ça veut dire qu'ils ont pris des vues du ciel. Et je pensais aussi en même temps que tu parlais à l'amiral Piri Reis, qui était un Turc qui travaillait pour Oui. Soliman et qui avait récupéré, je crois, des cartes où il y avait des reliefs, des chaînes de montagnes indiquées. Et donc, on peut supposer même, alors peut-être que pour certains, c'est allé très loin, mais que ils avaient des avions, ils avaient de la technologie, en fait, qui leur permettait déjà de faire tout ça. Et pour les Égyptiens et les pyramides, probablement la même chose. Justement, c'est ce que j'allais ajouter. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un sujet d'ailleurs justement pour notre collection Mystère sur novimondi.tv, les bas-reliefs du temple d'Abydos. Il y a un bas-relief sur lequel nous voyons distinctement
une soucoupe volante, un hélicoptère, et peut-être, enfin, en tout cas, 2 engins volants plus ce qui ressemble à un hélicoptère. Alors, évidemment, comme la science a été interpellée sur cette question, en disant, mais ça, c'est quoi? Alors, ils ont inventé, et je trouve ça vraiment très drôle, ça en devient drôle, hein. Ils ont inventé en fait, le concept du palimpseste. Alors, le palimpseste, c'est quoi? Donc, c'est en matière de parchemin, ça c'est vrai, mais je vais parler du cas d'Abydos après. Un palimpseste, c'est tu prends un parchemin et puis finalement tu n'as pas de parchemin, mais tu as des choses à écrire, mais tu réécris dessus. Globalement, voilà ce qu'est un palimpseste. Donc, l'égyptologie, qui n'en rate pas une, dit que voilà, ils ont voulu sculpter, par exemple, allez, le dieu Anubis. Et puis par-dessus, ils ont sculpté non plus le dieu Anubis, mais Osiris, et ça fait une soucoupe volante. Pourquoi c'est risible? Mais parce que d'abord, ce serait prendre pour les Égyptiens qui ont gravé ces plaques pour des idiots. Parce que donc ils ont pris, mettons, une plaque où il y avait Anubis, et puis dessus ils ont gravé Isis, et ils n'ont pas vu que ça ne ressemblait pas du tout à Isis. Allons, enfin, c'est même pas les Égyptiens qui prennent pour des idiots. Là, franchement, là, c'est nous qui le prennent pour des idiots parce que alors j'ai vu, il y a des essais pour essayer de reconstituer, mais on oublie juste un détail, c'est que le sculpteur égyptien, lui, il voit bien que ce qu'il a voulu sculpter ne ressemble ni à Osiris, ni à Anubis, ni à personne, et que ça ressemble à quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un texte datant de l'époque d'Alexandre le Grand, où ils ont vu un bouclier d'argent dans le ciel. Tu as en Inde, donc dans des textes anciens, tu as ils parlent des Vimana. En fait, ils parlent de batailles célestes, enfin d'engins qui se battent dans le ciel. Donc, quand on commence à rechercher, de toute façon, j'ai publié sur ce sujet de l'ufologie, j'ai publié des choses étonnantes. Croire que nous sommes la civilisation la plus extraordinaire qui ait vécu sur Terre, non, clairement non. Il n'y a qu'à regarder il y a qu'à lire le livre d'Éric sur le secret de l'implantation des pyramides pour comprendre que c'est juste, enfin c'est fascinant. Enfin il y a pas c'est incompréhensible. Et donc oui, bien sûr qu'il y a eu des civilisations brillantes. Et d'ailleurs, une fois, on m'avait demandé une conférence sur le sujet aux origines de l'humanité. Et je montre, par exemple, des artefacts. C'est au Gabon, il y a une mine d'uranium où la société qui exploitait cette mine a fait venir un prix Nobel de physique. Et ils sont arrivés à la conclusion que cet uranium manifestement avait déjà été utilisé, et ils sont arrivés à la conclusion qu'il avait été utilisé il y a 1,5 milliard d'années pendant 500 000 ans. Alors, après, tu vois, je ne vais pas m'accrocher là-dessus en disant oui, 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 c'est sûr, etc. Voilà, ils ont trouvé une mine d'uranium où des scientifiques, une entreprise minière sont arrivés à la conclusion que cette mine d'uranium avait été exploitée il y a 1,5 milliard d'années pendant 500 000 ans. Donc, quand on cherche des choses comme ça, mais il y en a partout, enfin, sur toute la planète. Donc, nous faire croire que, non, c'est pas vrai, c'est faux. Et finalement, cette civilisation-là, il nous semblait beaucoup plus que ce qu'on croit. Et c'est quand tu parles, ça m'évoque aussi Robert Charroux, tu sais, qui a écrit un livre sur l'histoire inconnue de Oui, bien sûr. l'humanité et qui parle, Oui, je sais plus où en France, où ils avaient retrouvé des gravures, je crois que c'était dans le Poitou-Vin, et qui ont été datées après officiellement de 15 000 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, les dessins, bah, c'était des personnes qui étaient habillées plus ou moins comme nous. Enfin, ça remettait tout en cause au niveau du narratif, pareil, qui voulait nous faire croire que voilà, c'était des hommes de Cro-Magnon, proches oui, des primates, etc. Et là, non, c'était des personnes comme nous physiquement. Donc en fait, au oui, bien niveau de la sûr. temporalité, il y a vraiment euh, on baigne vraiment là dans la matrice, dans un mensonge assez hallucinant. Oui, oui, et qui s'étend à tous les niveaux. Et donc, c'est intéressant le travail que tu fais justement de partager, de recevoir des invités ou de faire des sujets comme cela,
parce que justement, ça permet de montrer qu'il existe une autre, qu'il existe la réalité, tout simplement. Je veux dire, et ça, c'est maintenant, enfin, tu vois, il y a plus de doute. Si tu donnes de l'amour à ta plante, elle te le rendra. On connaît tous tu vois, les nombreuses expériences qui ont été faites sur cette question-là. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, là, sur Novi Mondi, tu vois, par exemple, les derniers sujets qui ont été mis sur la partie TV, donc sur la chaîne, donc il est décédé depuis, mais Bernard Verlon a le doigt tranché parce qu'il est en train de travailler sur une machine à bois et il a une phalange tranchée et nette. Et à ce moment-là, donc forcément, il va à l'hôpital et le chirurgien lui dit, bah, est-ce que je peux envoyer quelqu'un chez vous chercher le morceau, comme ça je vous le recoue et au moins ce sera moins... Et il lui dit, non, non, de toute façon, il est écrasé, donc c'est plus la peine. Et puis de toute façon, je vais le faire repousser. Et effectivement, euh, la phalange a repoussé avec quand tu regardes quand tu vois son doigt, il n'y a pas de différence. Ça ressemble, il a fait repousser son doigt. On a, parce que justement, ça m'intéresse d'aller voir toutes les personnes enfin toutes, pas toutes, mais en tout cas le plus grand nombre de personnes qui font des choses qui montrent que, mais nous sommes, en nous, il y a la lumière brille, quoi. Alors oui, effectivement, être humain, ce n'est pas toujours simple, c'est sûr, mais enfin, c'est juste ahurissant. Enfin, ce qu'on peut faire et il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il y a quasiment pas de limite. Tu vois, par exemple, j'ai créé une collection que j'aime beaucoup aussi, sur sur la partie TV, qui s'appelle Vers le ciel. Et Vers le ciel, le premier sujet alors, ce sont des sujets courts, hein, 3, 4 minutes, 5 minutes maximum, quoique j'en ai 2, 3 un peu plus longs en préparation. Le premier sujet que j'ai fait, c'est le Bouddha de Leshan. Leshan, c'est en Chine, c'est une ville chinoise plutôt au sud-ouest, enfin peu importe. Et au 8e siècle, dans la falaise, ils ont sculpté un Bouddha qui fait 70 mètres de haut. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que représente sculpter dans une falaise un Bouddha de 70 mètres de haut. Donc, on est capable je ne parle même pas des cathédrales, je veux dire, mais on est capable quand on est porté par la foi, et j'ai pas dit la religion, je dis la foi. On peut accomplir des choses incroyables. Et d'ailleurs, je reviens un instant sur les cartes anciennes. Je montre au 8e siècle, donc c'est loin avant Christophe Colomb, hein, puisque Christophe Colomb, c'est 7 siècles plus tard. Hein. Au 8e siècle, il y a un moine, le moine Béatus, qui dessine une carte du monde et il dessine le monde en 4 parties. Donc l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et il ajoute un 4e continent, et là encore c'est marqué en latin, où il est marqué, je résume, il existe une 4e partie de la Terre dont nous ne connaissons pas la chaleur du Soleil. En résumé, ce que ça signifie, c'est que lui, il n'y est pas allé, enfin, ils n'y sont pas allés. Mais au 8e siècle, sur une carte chrétienne, il y a clairement, distinctement, puisque il ajoute même une mention, il y a un 4e continent qui est connu. Donc c'est pour ça que quand on nous explique Christophe Colomb, tout ça, les gars, rangez vos trucs, quoi, on vous a vu. Et je t'ai vu dans une autre, quand j'ai un peu regardé l'entretien que tu avais fait, tu parles à un moment d'une carte où il y a la mention de géant. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ça? Ah oui, oui, c'est alors, c'est l'autre carte de l'Antarctique faite à peu près à la même époque que Coron-Séfiné. C'est c'est Jacques Deveau donc sa carte doit avoir 15 ans de plus, genre 1545 ou quelque chose comme ça. C'est un des plus beaux livres que j'ai jamais vu parce que, alors il doit y avoir, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul exemplaire qui a été fait à l'attention du roi. Donc il est avec de l'encre d'or. Enfin, c'est vraiment une œuvre d'art. Et effectivement, il y a une carte de l'Antarctique et il y a une mention où il est marqué région des géants. Il l'a marqué, je veux dire, pour lui, les géants sont là. Alors on va me dire, ouais, mais les géants, tout ça, bon, c'est pour les dessins animés.
Ben, d'abord, on en trouve mention dans beaucoup de cultures différentes. Et puis, donc dans la Bible, tu sais, là, les Élohim, hein, euh, qui ont fait des enfants aux filles des hommes. Et puis, justement, ben, quand il m'a demandé le sujet sur la conférence aux origines de l'humanité, je montre par exemple qu'au 19e siècle, donc c'est pas très vieux, il y a des dizaines d'Indiens qui font 12 feet. Et 12 feet, c'est environ 4 mètres de haut. C'est entre 3 et 4 mètres. Et je connais quelqu'un qui sait où des géants sont enterrés. Donc, on peut pas y aller, les prendre comme ça. Enfin, tu vois, mais si c'est dans le plan, un jour, nous irons voir, hein. C'est donc, l'existence des géants, enfin, ne fait guère de doute, quoi. Et encore une fois, on a des images. Alors maintenant, il faut se méfier d'ailleurs, parce que justement, lors de la conférence, j'avais projeté une image où on voit deux Hollandaises géantes qui doivent faire 3 mètres, enfin, autour de 3 mètres 50 dans une rue. Et je demande au public, alors ça, c'est une vraie image ou c'est une fausse? Ils ont regardé, ils savaient pas trop. Et j'ai dit, bah, regardez les ombres. Regardez la projection des ombres, par exemple, du lampadaire. Et on voyait clairement que elles étaient dans le même axe, mais il n'y avait pas d'ombre. Et avec d'autres genres de détails comme ça. Donc, il faut être très attentif et ne pas tout prendre pour argent comptant. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de faire n'importe quoi. D'ailleurs, justement, sur cette partie des géants, quand j'ai fait cette conférence, je commence par 2 images que j'avais générées sur une intelligence artificielle, où on voit 2 archéologues en train de s'occuper d'un crâne. Le crâne doit faire à peu près 1 mètre de haut. J'ai généré ça avec une intelligence artificielle, ça m'a pris 10 secondes, enfin 30 secondes, le temps d'écrire le script. Et quand tu vois la photo, c'est vraiment une photo. Enfin, tu as l'impression qu'il y avait un photographe qui a immortalisé la scène. Or non, c'est moi qui l'ai prise. Donc tout ce qu'on voit, pardon, aujourd'hui, une grande partie provient de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas basculer d'un extrême, c'est-à-dire la science, le scientisme, où si la science n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Non, si la science n'en parle pas, c'est parce qu'elle est très pauvre, en fait. Pas financièrement, je veux dire, elle est très pauvre, elle n'a pas les outils pour. Mais il ne faut pas basculer de l'autre côté où, ça y est, dès qu'on voit une photo avec un crâne géant, ça y est, c'est la preuve que les gens sont là. Non. Et par exemple, tu vois, j'avais montré une photo, une double photo, où quelqu'un faisait croire qu'un géant, blablabla, avait été trouvé. Et en fait, il avait pris une image d'un autre squelette qui n'était pas spécialement géant, mais il l'avait transformé. Et on voit clairement les mêmes personnes, simplement le squelette est transformé. Ce qui est impossible. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu peux pas, les personnes ne peuvent pas, tu vois, les chercheurs ne peuvent pas être exactement au même endroit avec un squelette qui ne fait pas la même taille. Donc, il y a beaucoup de mensonges et il faut être. C'est pas parce qu'on voit une photo ou une vidéo etc., qu'il faut la prendre pour argent comptant. Et d'ailleurs, moi, sincèrement, sur ces questions de géants, je ne prends que des images, je dirais, antérieures aux années 30, 1930, parce que au-delà, ça commence à devenir douteux. Puis alors aujourd'hui, l'immense majorité de ce qu'on peut voir, je regarde même plus, ça sert à rien, quoi. Oui, c'est vrai que, enfin, faut avoir du discernement et en même temps, ça ne veut pas dire que les thématiques, elles n'existent pas, mais c'est que aussi, il y a toute une propagande pour décrédibiliser certains thèmes aussi. Oui, parce que en plus, la science a besoin d'affirmer que son pouvoir. Donc du coup, elle se doit de décrédibiliser, comme tu le dis, discréditer, bannir, etc. Tout ce qui et d'ailleurs, justement, Eric en parle très bien sur son livre la révélation de l'implantation des pyramides. Il dit, mais en fait, l'Égypte, est-ce que dans ces 7 pyramides, a-t-on jamais trouvé une momie? Non, il n'y a pas de momie. A-t-on trouvé une seule inscription ou dedans? Non. A-t-on trouvé, même dans des papyrus, alors qu'il y a des milliers et des milliers de papyrus aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé une seule mention de tombeau? Non, il n'y a rien.
En fait, ils se basent sur ce qui s'appelle le consensus. Et le consensus, c'est quoi? C'est dire, bah, finalement, ça, c'est le plus probable. Donc, finalement, on va dire que c'est le consensus. Mais ça, ce n'est pas de la science. Ça, c'est éventuellement, au mieux, c'est de la politique, mais ça n'est pas de la science. Et d'ailleurs, ça n'est pas le moindre des mérites d'Eric, en montrant, encore une fois, par les mesures, avec les données officielles, que Képhren a été construite avant Khéops. En fait, ça met par terre tout le narratif des pyramides qui seraient des tombeaux. D'ailleurs, on voit, il y a un des pharaons. Alors lui, une pyramide ne lui suffit pas, il en fait construire 3, carrément. Et tout ça en 15 ans de temps, ouais, c'est quand même. Enfin, alors elles sont plus petites que Khéops ou Képhren, mais. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'un jour, j'ai une amie qui revient justement de plateau de Gizeh. Je ne lui ai pas encore parlé du livre d'Éric qui dit que Képhren a été construite avant Khéops. Khéops est la plus grande, hein. Ce qui met par terre toute l'égyptologie, parce que l'égyptologie se base sur des tables qu'ils ont trouvées sur les tables d'Abydos, etc., sur la royauté égyptienne, mais sont des tables qui sont écrites plus de 1000 ans après les faits. Donc, déjà, elles sont soumises on peut être dubitatif. Et donc, cette amie revient du plateau de Gizeh, puis elle est sensible aux énergies et même au-delà. Et puis, je sais pas pourquoi, en tout cas, c'était sympa, elle me dit, mais non, mais de toute façon, Képhren, c'est la pyramide la plus importante. Elle me dit, en termes d'énergie, elle est bien plus importante que Khéops. Et je lui parle des travaux d'Éric, elle me dit, mais oui, c'est évident. Pour moi, c'est évident qu'elle a été construite d'abord, qu'en fait, c'est l'élément clé, c'est elle qui produit l'énergie pour les autres. Les autres ont été utiles, hein, je veux dire, elles sont utiles au plan d'ensemble, mais la plus importante, c'est Képhren. Et, euh, et donc, en fait, notre devoir d'être humain, c'est d'exercer notre curiosité, notre libre arbitre. Comme tu le disais, j'en prends ton mot avec discernement. Effectivement, il ne faut pas malheureusement, il y a des gens qui gagnent de l'argent à produire des contenus frauduleux, que ce soit dans la science ou le camp d'en face. Donc, il faut rester attentif. Et puis, c'est vrai que ça c'est. Alors après, enfin, je veux dire, quand on s'intéresse à ce sujet, oui, alors évidemment, je vais faire de la publicité pour le livre d'Éric, mais oui, c'est normal il faut aller lire les livres parce que ça donne des arguments. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qu'effectivement, la population lit moins, elle est tellement sollicitée, il y a tellement d'autres possibilités, etc., etc. N'empêche qu'un livre a l'avantage de produire des arguments. C'est-à-dire que si on lit un article, bon, on reste quand même en surface. Un livre, normalement, permet d'aller au-delà de Plus la en surface. profondeur, plus en Et profondeur. donc, oui, c'est ça. Par exemple, tu vois, pour mes livres, l'arme climatique ou l'arme environnementale, ils font autour de 200 pages chacun. Il y a des arguments. C'est-à-dire que quelqu'un qui, dans un dîner entre amis, on lui dirait non, mais si le réchauffement climatique, blablabla, on va tous mourir avant 2050. Si on n'arrête pas toutes les voitures enfin, tu connais le délire qu'on entend aujourd'hui, Vraiment. eh bien, ça donne des arguments. Ça donne des arguments. Et Oui. je reviens sur le thème des pyramides, là, ce qui est intéressant. Et du coup, alors, moi, j'ai pas lu le livre. Quelle est l'hypothèse, enfin, quelle était la fonction, du coup, de ces pyramides pour Eric? Alors, justement, là-dessus, lui n'est pas allé sur la question fonction, en expliquant que ça n'est pas son domaine. En revanche, en faisant les mesures, et d'ailleurs, à la fin du livre, toujours à partir des mesures, il donne, selon lui, un endroit l'endroit qui permettrait d'accéder aux chambres souterraines qui sont sous le plateau de Gizeh. Et lui considère que, évidemment, c'est important d'y aller pour l'humanité, pas pour les égyptologues
pour qui ça constitue un vrai fromage, hein, pour lui, il y aura forcément des archives. D'accord. Et donc, avec la mesure, il donne un point d'entrée des chambres souterraines. Et il est même allé, toujours avec les mesures, euh, il y a une mesure qui l'avait particulièrement étonné. Et donc, il s'est demandé si ça ne correspondait pas bon, je ne veux pas être trop technique, mais au degré d'obliquité de la Terre. Et donc, il a demandé à une intelligence artificielle de calculer quand la Terre avait ce degré d'obliquité. C'est-à-dire, la façon dont elle est penchée par rapport à l'axe. Enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails. Et ça lui donnait à peu près moins 43 000 ans. Et ça paraît cohérent. C'est-à-dire que et notamment, par exemple, au début, la première partie, c'est sur le narratif égyptologique. Il montre le fameux pour ceux qui connaissent, coffre de granit trouvé à Khéops, dans la chambre du roi. Et il dit, mais on est déjà incapable de reproduire ça aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tentatives, hein. Avec les outils de l'époque, personne n'est incapable de produire de toute façon, c'est normal, il faut creuser un bloc de granit pour en faire un coffre, genre pour en faire une baignoire. Donc, il faut avoir les outils qui vont avec. Et toutes les tentatives se sont soldées par un échec. Et il dit, ben, avant de nous faire croire que les Égyptiens ont pu construire les pyramides, essayez déjà de construire le coffre en granit dans la pyramide. De même, au Louvre, il y a des verres en granit. Mais comment ils ont pu creuser des verres aussi précisément? Avec quelle technologie? Donc, il est clair que les Égyptiens de 2500 ans avant Jésus-Christ ne disposaient ni des compétences, ni des outils pour faire de telles réalisations. Et Est-ce je trouve ça qu'il très bien. est-ce qu'il relie, tu sais, il y a aussi toutes les théories sur les pyramides avec l'Atlantide. Et aussi... Ah non, on va pas, Non? justement, on Ok. n'est pas là. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que lui se base sur les mesures. Ok. Donc, l'objectif, c'est de rester sur d'ailleurs des choses que chacune peut vérifier. D'accord. Toi, tu peux très bien, pardon, refaire ses calculs et tu verras il explique, et là où il est impressionnant, c'est que finalement, il montre que toutes les mesures sont reliées entre elles. La coudée égyptienne, c'est-à-dire 0,5236, le système métrique pi, phi, il trouve et le yard mégalithique, ces 5 mesures, outils de mesure, il trouve systématiquement un lien entre elles. C'est-à-dire que, là, je n'ai plus ça en tête, mais par exemple, le yard mégalithique va être égal à l'inverse du nombre d'or, par exemple. Elles sont toutes les variables que je viens enfin les constantes que je viens de citer sont liées entre elles. Et d'ailleurs, ça pour les égyptologues, c'est impossible que le système métrique existe en Égypte. Or, quand on regarde les travaux d'Éric, il est partout. Et il explique même et c'est impressionnant, hein, c'est que chaque pyramide, par rapport à la précédente ou la suivante, est distante d'un nombre précis, entier en mètres. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce qui lui permet d'aboutir au fait que Képhren était construite avant Khéops. Quand il prend la pyramide construite avant, la seule pour laquelle il y a une distance en mètres avec un nombre entier, c'est Képhren. Alors après, il le valide par d'autres méthodes parce que il utilise le cercle, le compas. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et, Et tout ça a un sens ésotérique aussi, toutes ces et mesures. alors, Bah, non, je n'irai pas non. jusque-là. En tout cas, ça démontre un savoir incroyable parce que, par exemple, il montre à un moment que on retrouve partout, pour positionner les différentes pyramides, on retrouve les proportions du diamètre de la Terre ou de la Lune.
Une de ces découvertes impressionnantes, quand on regarde les 7 pyramides, franchement, on a l'impression qu'elles ont été mises, pas au petit bonheur la chance, mais quasiment. Et à partir du Sphinx, entre les pattes du Sphinx, en fait, il y a un petit bloc de pierre taillé euh, que les égyptologues appellent l'autel des cornes. Et Eric, lui, il a eu l'intuition que c'était en fait, que c'était un repère. Et donc, à partir de ce repère, donc ce petit hôtel AUTEL des cornes entre les pattes du Sphinx, il va tracer des cercles, des droites, et notamment, il va tracer un cercle qui correspond au centième du diamètre de la Terre et un cercle qui correspond au centième du diamètre de la Lune. Et ce qui est juste fascinant, eh bien, les pyramides sont soit sur le cercle de la Terre, soit sur le cercle de la Lune. Et dans ce cas, et là, on commence à comprendre que non, elles n'ont pas du tout été placées au petit bonheur la chance. Et comme je le disais, tu déplaces de 50 cm Khéops, 50 cm, hein, c'est rien, par rapport à l'immensité de ce qu'elles sont. Tous ces calculs tombent à l'eau. Et enfin bon, là, je ne veux pas être trop long, mais ça nous donne un autre regard. Et moi, je trouve de savoir que peut-être, et là, ça n'a pas d'importance si c'était il y a 45 000 ans ou plus ou moins, il y a eu des civilisations plus brillantes que la nôtre, et ben, tant mieux. À nous de continuer à être plus brillants. Et puis, ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire. Et, ben justement, peut-être que nous allons retrouver une forme d'humilité qu'on ne retrouve pas dans la science, hein. Oui, Enfin, ou puis il y a qu'on ne encore des retrouve choses plus dans la science, hein. il y a encore des choses à redécouvrir. Par exemple, les pyramides. Malgré tout ça, il y a encore beaucoup de mystères derrière. Ah, mais il y en a je dis bien des centaines. Alors, là, j'ai commencé à en mettre sur novimondi.tv, on a commencé à en mettre, mais il y en a, la Terre est extraordinaire. Enfin, la Terre et les civilisations qui nous ont précédés, nous sont extraordinaires. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais abonnez-vous à novimondi.tv. Alors, l'abonnement, c'est 19,90 TTC par an, hein, pas par mois, évidemment, ce serait trop cher. Et ça donne accès à tous les contenus que nous ajoutons, que ce soit les collections Abondance, Mystère, Musique des plantes, plantes médicinales, etc., etc. Oui, abonnez-vous. Et est-ce que tu peux rappeler le titre du livre sur les pyramides? Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas Est-ce que entendu. tu peux rappeler aussi le titre du livre dont Oui, on vient de parler? oui. Alors, c'est le secret de l'implantation des pyramides d'Égypte. Et de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, tous nos livres sont sur novimondi.com. Alors, vous pouvez aussi les acheter en librairie, bien sûr, mais vous pouvez les acheter chez nous, novimondi.com. Et pour certains, effectivement, nous pouvons même proposer la dédicace de l'auteur. Super. Et en plus, je trouve que c'est très intéressant parce que un éditeur n'a pas de contact avec ses clients. Les clients parce que nous passons par un distributeur. Le distributeur vend au libraire qui lui-même vend au client. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 2 intermédiaires entre le lecteur et nous. Et du coup, j'aime beaucoup parce que nous recevons des messages quand nous avons des commandes directes et que nous transmettons aux auteurs. Et c'est stimulant, quoi. Ça donne envie de continuer, même si c'est difficile. En tout cas, c'est très intéressant D'ailleurs, il y a... de brasser autant de sujets et en fait, ils sont tous liés les uns entre les autres. Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Euh, Si ça s'appelle Novi Mondi, ça veut dire nouveau monde au pluriel. Et oui, moi je n'ai aucun doute que le nouveau monde arrive. Alors on peut dire ouais mais tu es vachement optimiste, etc. Enfin oui oui oui, je suis très optimiste malgré tout ce que je vois de l'autre côté. Et d'ailleurs tu m'as sans doute déjà entendu le dire. Je n'ai jamais vu autant de portes du monde invisible s'ouvrir comme si elles venaient nous aider. Parce que je ne crois pas à un homme providentiel. D'ailleurs je le redis, nous sommes tous providentiels. Nous sommes tous providentiels. Et si on me dit, mais oui, mais regarde, un SDF n'est pas providentiel, eh bien, je dis si, parce qu'il nous rappelle que nous n'avons pas encore atteint
que devrait être l'humanité. À partir du moment où nous laissons tant de gens sur le bord de la route, nous ne pouvons pas nous revendiquer comme humanité. Un beau message pour Voilà. conclure. Bah, je te remercie beaucoup, Patrick, pour toutes ces informations. C'était pour, voilà, on peut brasser plein de sujets différents qui sont proposés sur ton site, en livre ou sur ta chaîne. Et puis, si ça a éveillé votre curiosité, si ça vous a intéressé, si vous avez envie d'en savoir plus sur tous les thèmes qu'on a abordés, et il y en a encore plein d'autres qu'on n'a pas pu voir là, eh ben, n'hésitez pas à aller Oui, vous bien abonner sûr. sur la chaîne. Ça fait très plaisir cet échange parce que il y a, et je terminerai là-dessus. Effectivement, il y a des gens, c'est pas la peine, c'est trop tôt encore pour qu'ils évoluent. Bon, on va dire pour qu'ils s'éveillent. Enfin, mais c'est fou là, le nombre de personnes que je rencontre et peu importe depuis quand elles ont commencé à s'éveiller, mais c'est vraiment un mouvement de fond. Et la semaine dernière, j'ai participé à une émission. En fait, c'est une émission géopolitique profonde. Et à un moment, d'autres personnes sur le plateau ont dit, ah oui, mais moi je trouve il y a une apathie des Français, on comprend pas l'apathie, etc. Moi j'ai dit, mais je refuse ce mot d'apathie. Le peuple français n'est pas apathie. Oui, il y a une partie qui effectivement ne comprend pas ce qui se passe et ou ne peut pas comprendre parce que c'est violent quand tu comprends que ton gouvernement complote contre toi. Mais en fait, ce que j'ai dit, non, moi je réfute le mot d'apathie, parce qu'en fait, je vois de multiples personnes qui se réveillent, et en fait, c'est comme si c'était petit à petit la cocotte minute bout de plus en plus. Et puis, il y a un moment, et j'espère que ça se passera avec le moins de violence possible, voire pas du tout, eh bien, la table, nous renverserons la table. Et là, nous prendrons notre place de ce qui devrait être la nôtre, c'est-à-dire notre place de l'humanité, dans tous les sens du terme. Oui, et je te rejoins sur ce constat parce que depuis quelque temps, je me dis aussi, très régulièrement, je rencontre des personnes comme ça, de façon aléatoire, et je commence à parler avec elles, et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on croit, qui ont conscience de plein de sujets. Et j'en suis arrivée à me dire qu'une des techniques aussi du système actuel, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas beaucoup, qu'on n'est pas nombreux à avoir conscience des choses. Et en fin de compte, on est beaucoup Oui, plus nombreux que ce qu'on croit. Et ça donne de la force aussi, parce que quand absolument. on pense qu'on est une minorité infime, on dit, bah, voilà, quoi, on reste entre nous. Et en fin de compte, non, il y a des gens qui sont pas forcément, bah, qui s'intéressent pas à tout, qui vont pas chercher à rencontrer forcément d'autres personnes encore, euh, voilà, comme on peut avoir nous, mais qui ont quand même pris leurs informations à droite à gauche, qui ont quand même du discernement et, et qui, euh, et qui en parlent, et assez facilement en fin de compte. Et moi, ça me donne confiance, parce que je me dis, OK, on veut à la fois nous opposer, nous faire croire qu'on est des ennemis les uns pour les autres. Et le deuxième truc, c'est on veut nous faire croire qu'on n'est pas nombreux. Et en fait, non. Exactement. Pour reprendre, nous sommes légion. Mm. Et pas qu'en France, hein. Moi, Ouais. alors, je voyage un peu moins, mais chaque fois que je voyage, je vois que c'est partout. Enfin, Mm. il y a un mouvement de fond. Et tant mieux, parce que ça, c'est vraiment euh, en fait, l'humanité va faire. Pour moi, je suis convaincu que l'humanité est euh, à l'orée de faire un bond. C'est-à-dire que, tu sais, on fait des évolutions linéaires ou plus ou moins linéaires, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire. Et moi, je pense que notamment, nous allons publier un livre qui s'appelle La Grande Transhumance. Euh, Manifestement, l'humanité est sur le point, d'après les travaux de c'est Anne Dumont, qui est, qui est ingénieur civil et assistante sociale, fait les deux. Oui, nous sommes, selon elle, ces travaux montrent que une nouvelle humanité est en train de se créer. En fait, il y aura eu cette parenthèse du XXe siècle, enfin, on va dire du 19e et du 20e, mais en même temps, elles ont été utiles et voilà, ça nous montre qu'on ne veut pas on ne veut plus de ça. Enfin, ces guerres mondiales à répétition,
mondiale ou régionale ou etc. Enfin, c'est pas l'humanité, ça. C'est pas. C'est quand on nous dit il n'y a pas d'autre solution. Si. D'ailleurs, justement, c'est aussi, ça fait partie aussi de ce que nous publions, de montrer que non, même l'histoire moderne est fausse. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai un livre en préparation Très bien. je- Bah, super. qui sortira en septembre. Merci beaucoup, Patrick, Voilà. pour ton temps et pour toutes tes explications. Merci à tous.